C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition d'une tasse de tech, la balado à haute voltige technologique du groupe C23. Pascal Forget, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est moi qui peux dire la météo aujourd'hui? Il fait gris sur Montréal, mais il fait soleil dans nos cœurs. Voilà, je t'ai scoopé, Alain. Et maintenant, la circulation avec Alain McKenna. Bonjour. Alors, je vous dis quelque chose, il y a des voies dans le tunnel qui sont bloquées. Le sport ensuite avec Jean-Guy. On n'a pas de Jean-Guy. On va parler un peu de tout ça aujourd'hui quand même. On va parler de sport dans quelques secondes. On va parler de route pour attendre Bing, qui a l'intelligence artificielle dessus. Mais avant, on va saluer et remercier nos partenaires pour 2023. TELUS, Plan Hub, Jura. Si vous aimez le café, faites-vous une délicieuse tasse de café avec le Jura E8. Il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour obtenir une quantité précise de café en grains moulus ou non, transformé en boisson avec la caféine ou non, avec du lait ou non, avec une quantité précise de café, de lait et d'eau. Il y a le nettoyage qui est super simple grâce à du nettoyant avec des enzymes, un filtre pour éviter l'accumulation de tartre dans le réservoir à eau et il y a une chute à l'arrière qui permet de mettre son café de son choix moulu. Par exemple, pour le déca de l'après-midi, la salle de montre d'Edica, c'est comme un puits de Formule 1. Et on a un petit message spécial, si tu veux aussi, de TELUS, qui nous annonce qu'en 2022, pour la troisième année consécutive, TELUS a donné 125 millions de dollars, soit 5% de ses bénéfices avant impôt, sous forme de contribution en argent, en nature, en temps et en programme à plus de 4000 organismes de bienfaisance et communautaires, a fourni plus de 1,44 million d'heures de bénévolat l'année dernière, en plus du montant de 125 millions. TELUS a aussi offert c'est la Fondation TELUS pour un futur meilleur à améliorer la qualité de vie de plus d'1 million de jeunes en remettant 1,14 million, attendez un peu, 10,6 millions de dollars à 548 organismes de bienfaisance, incluant Anorexie Boulimie Québec et ainsi que Motivation Jeunesse. Merci TELUS de toutes ces bonnes œuvres et merci d'être un partenaire du podcast Une tasse de tech. Également, qui, on vous le dit tout de suite, ne s'élève pas à hauteur de 125 millions de dollars dans notre Non, c'est ça. On n'est pas, c'est quoi le gros podcast? On n'est pas le gros podcasteur de Spotify, j'ai oublié son nom complètement. Tellement non, c'est celui qui donne de l'argent aux gens, là? $1 milliard de dollars. Voilà. J'imagine les gens qui écoutent, qui disent c'est Mr. J'ai malheureusement pas la mémoire de ce genre de choses. On va le trouver. Je vais faire un lien, Pascal, avant que tu nous amorces ça sur Plan Hub, parce qu'on en parlait. On va parler de Netflix tantôt. Et je vais faire le lien comment Plan Hub peut vous aider à vous abonner à Netflix. Et sauver des sous. On en parlera plus tard, c'est certain. Que toi, tu l'as déjà, tu as Bing qui intègre ChatGPT. Cette semaine, je me suis inscrit à la liste, peut-être un peu tard. Chroniqueur Techno, c'est gênant. Je m'attends à la recevoir avant tout le monde par magie. Là, je me suis inscrit et j'ai été surpris de voir un message qui dit « Unir, attendre, liste ». Oui, c'est comme une mauvaise traduction automatisée, ça. Très mauvaise. Pas joindre la liste d'attente, mais unir, attendre liste. Traduction littérale et mauvaise de join waiting list. Et là, je me dis, arc, ça n'augure pas bien pour les résultats. Ils n'ont pas utilisé ChatGPT pour traduire parce que l'outil d'OpenAI est capable de tout ramener, de tout traduire très efficacement, en fait. Exactement. Fait que pourquoi ils ont traduit ça comme ça m'a fait rire, ça m'a surpris. Je l'ai publié sur Twitter et Facebook et ça m'a fait réagir. Moi, j'ai pensé à toi cette semaine. J'ai tenté de regarder le Super Bowl légalement sur le web. Oui. Et je n'y ai pas arrivé. Il fallait s'abonner, il fallait payer, il fallait faire partie d'un service, il fallait faire partie d'un autre. Il fallait avoir indiqué ses identifiants du câble au distributeur de son choix. Mais toi qui es un fan de MLS, de Ligue de soccer, tu es assez gâté avec Apple. Oui, parce qu'on sait qu'il y a une entente entre les deux pour diffuser tout le contenu de la MLS et même plus sur Apple TV+ directement. J'ai pas regardé le montant, le forfait, parce qu'ils ont lancé ce qu'ils appellent une Season Pass. Évidemment, on cible le marché anglophone en premier, mais ça va être aussi disponible en français au Canada. Et je ne me souviens plus. Je pense que c'est 100 $ par année, mais je pense que cette année, peu importe ce qu'on a, si on a accès à l'application Apple TV, il va y avoir des matchs gratuits, un match au moins ou 2 par semaine gratuits, peu importe les équipes. Mais on peut s'abonner, ça doit être inclus dans le forfait si on achète un bidule Apple. De toute façon, avec la marge de profit qu'ils font, ce ne serait pas une grosse perte pour eux.
légalement, pour regarder le Super Bowl, j'ai regardé la diffusion sur Fox aux États-Unis avec les publicités, parce que c'est toujours ça, hein, 7 millions de dollars le 30 secondes. Tu veux voir ce que ça donne. Et ça se fait très facilement avec un VPN et un abonnement gratuit pour 7 jours. Il y avait une période d'essai sur Fubo TV. La plateforme américaine de Fubo TV offre tous les postes américains comme si on regardait la télé avec une antenne là-bas. Donc, vous pouvez accéder à Fox à travers Fubo TV pour gratuit, si vous me permettez la mauvaise syntaxe, moyennant un accès VPN conséquent. Donc, ça se faisait. Ça m'a coûté en tout 10 $ pour regarder le match avec les pubs américaines. Je vais manger mes ailes de poulet. C'est une tradition. Je fais des pilons de poulet pour l'occasion. Je vais les terminer ce midi en pensant à ça. C'est moins cher que d'aller au restaurant sportif de votre choix pour regarder le match, c'est certain. Mais tu vois, j'ai toujours pas le code de notre partenaire VPN que je te réclame, Alain. Ah oui. Écoute, je l'ai toujours pas, donc j'ai dû contourner. Il va falloir les contacter. Parlons d'InfoBref, Alain. Oui, parlons en fait de l'actualité de la semaine, qui est un segment de l'émission qui, comme à chaque semaine, est présenté par InfoBref pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans vos oreilles chaque matin, et j'insiste sur les oreilles. Écoutez la balado InfoBref Affaires, parce qu'ils ont une balado quotidienne, un bulletin de nouvelles qui résume chaque jour l'actualité des affaires. Cherchez InfoBref Affaires dans votre application de balado préférée ou pas. C'est peut-être une application de balado que vous n'aimez pas, mais c'est disponible sur toutes les plateformes comme une tasse de tech. Je le rappelle, abonnez-vous, c'est important à celles qui font votre affaire, incluant une tasse de tech. Et InfoBref Matin, ou si vous voulez trouver InfoBref Matin ou InfoBref Affaires directement, vous allez sur le site, dont le nom est pas mal évident, infobref.com. Ça dit tout ce que ça a besoin de dire. Pascal, c'est drôle parce qu'on en parlait l'année passée, au début de 2021, même, je pense, ça fait quand même plus qu'un an. On pensait tâter du live shopping dans une tasse de tech. Finalement, on ne l'a pas fait parce que ça avait l'air compliqué. Mais bon, bref, c'est fini sur Instagram, cette mode-là. Ça ne marche plus, là. C'est ça, tu as tout à fait raison. Une tasse de tech, on voulait en parler plus souvent parce que ça a été présenté comme le futur du commerce en ligne, le fait de regarder une vidéo, comme par exemple une tasse de tech live sur Instagram, et on parle d'un produit et je porte des écouteurs et on peut avoir une petite étiquette qui apparaît qui vous dit achetez ces écouteurs, achetez ce micro, achetez ce produit dont on parle. C'est une espèce de party Tupperware virtuel, finalement, l'achat en ligne se transformant en quelque chose de festif, ou encore d'avoir des infomerciaux, mais sans avoir à appeler des téléphonistes qui attendent votre appel. Donc, live, c'est très intuitif. C'est le prolongement logique des influenceurs qui n'arrêtent pas juste de plugger des produits sans arrêt, finalement. C'est ça. Puis dire aux gens, cherchez sur le site ou utilisez mon code, ainsi de suite. Tu cliques, tu achètes tout de suite. Très, très jouissif. Puis la chose qui est très drôle, c'est qu'en tant que chroniqueur techno, la question que j'ai reçue le plus souvent, je crois, c'est où est-ce qu'on peut se le procurer et combien ça coûte. Si ça apparaît sur l'écran, ça permet aux gens de cliquer, de l'acheter tout de suite. Puis évidemment, ça permet aux gens de générer des revenus en prenant une petite commission en chemin sur les achats, créer des campagnes de lancement. Mais on ne peut plus le faire sur Instagram, qui était pourtant... C'était la façon prometteuse de faire ça. Le service était offert aux États-Unis seulement. On n'a même pas eu le plaisir d'y goûter au Canada. Le live shopping, on le sait, c'est très populaire en Asie. En tout cas, on nous dit que c'est très populaire en Asie. Il semble que c'est comme ça que ça génère le plus de revenus. Mais en Amérique du Nord, en Europe, il semble que beaucoup de live streams, pourtant moussés, avec aucune vente, qui n'ont généré rien, peut-être parce qu'on a une sensibilité différente, qu'on n'est pas familier avec cette façon de faire. Ce que Instagram va faire à la place des live shopping, c'est investir dans de la publicité pour encourager la vente en ligne plus traditionnelle. Un modèle éprouvé, oui. Oui, un modèle éprouvé. Et une statistique qui m'a intrigué, c'est que 90% des utilisateurs sur Instagram suivent au moins une entreprise. Alors, si on considère que les influenceurs, entre guillemets, sont aussi des petites entreprises, ça fait pas mal 100% des gens sur Instagram qui s'intéressent à des produits, à des ventes. Bon point, effectivement, à suivre. C'est sûr que c'est une formule à raffiner parce que c'est pas apparent qu'en regardant une vidéo en rafale, tu peux taper puis acheter. Puis évidemment, la question de confiance dans la mécanique aussi, c'est pas savoir de qui t'achète. Oui. Bon point. En théorie, c'est entouré par Instagram, mais c'est tout à fait, c'est bien bizarre que ça n'ait pas eu plus de succès que ça. J'ai mis mon veston et ma cravate cette semaine, Pascal, pour faire traiter d'une nouvelle très sérieuse. Ce n'est pas vrai, mesdames et messieurs. Non, parce que je ne porte pas vraiment de cravate, mais il y a une nouvelle cette semaine. Tu as ta voix crédible, tu as ta voix plus crédible. On passe aux choses sérieuses. Oui, je devrais partir comme ça. Le CRTC a fait une grande promesse. C'est pas vrai. Le ministère de l'Innovation, Développement économique et de la Science du Canada a fait une grande promesse
à travers le CRTC cette semaine en disant c'est officiel à partir de maintenant, on va prendre le parti du consommateur, votre Internet va coûter moins cher, votre téléphone cellulaire va coûter moins cher. Et c'est le CRTC qui va s'arranger pour que le secteur entier des télécoms se plie à cette directive-là. Je vais vous expliquer la nouvelle et après, je vais vous expliquer pourquoi ça me laisse quand même relativement cynique tout ça. Les instructions en question, là, c'est le ministre François-Philippe Champagne qui les a cimentées, disons, en début de semaine. Ça c'est basé sur des brouillons, sur des instructions, ça s'appelle comme ça, qui ont été publiées au mois de mai. Il y a eu des consultations publiques à l'été. Ce qu'on dit du côté du gouvernement, c'est que les gros joueurs des télécoms ont dit « Non, on n'aime pas ça, ces nouvelles instructions-là ». Les plus petits joueurs ont dit « Oui, non, nous, on aime ça ». Et finalement, ils ont dit ils ont opté pour l'option B, là, respecter ce qui a été demandé des plus petits joueurs. Ça tient en 3 mots, abordabilité, universalité et fiabilité. La première affaire qu'on craint surtout, c'est de revoir une panne comme celle qui a affecté Rogers l'été dernier, qui a de mémoire, là, la moitié de l'économie canadienne était tombée en panne en même temps parce que Interac reposait là-dessus. Il y avait plein de services de solutions d'affaires qui étaient basés strictement sur le réseau de Rogers et il n'y avait pas de plan B. Donc, ça avait évidemment provoqué une panne de tous ces services-là. Et ça, c'était un gros morceau parce que ça avait un enjeu économique aussi et tout le reste. Donc, on va demander au CRTC de créer des mécanismes pour s'assurer que ça ne se reproduise pas et si ça se reproduit, des mécanismes pour rembourser les gens qui sont affectés, les entreprises qui sont affectées. Donc, on va créer un système autour de ça. On pensait jusqu'ici que les réseaux, ce qu'on disait en fait dans l'industrie, on disait ça coûte cher, on le sait, ça coûte cher l'Internet et le sans-fil au Canada, mais on a les meilleurs réseaux, les plus robustes au monde. Et là, ce qu'on a compris, c'est que c'était pas nécessairement vrai. Si vrai que ça. Je pense qu'on a quand même des bons réseaux au Canada. Sérieusement, quand je vais aux États-Unis, puis que d'un coin de rue à l'autre, le signal varie énormément. Ouais. Ça m'est jamais arrivé à Montréal. Au niveau de New York. Fiabilité, effectivement. J'avoue que j'ai un feeling que c'est vrai. Sauf qu'évidemment, ça pourrait être toujours beaucoup mieux et surtout beaucoup moins cher. Ben ça, puis on n'a pas... en fait, l'autre truc, l'universalité, c'est qu'on veut que le réseau soit disponible avec ou sans fil partout, avec le même niveau de qualité. Donc, on est vraiment de la haute vitesse, mur à mur au pays. Ça, évidemment, ça fait des années qu'on en parle. Fait qu'il va falloir on va le voir avant de le croire, n'est-ce pas? Et la partie abordabilité aussi, on dit, on veut que ce soit moins cher. Par contre, on ne donne aucune cible, on ne donne aucun cadre concret, autrement qu'on veut que ce soit moins cher. Donc, ça garde un flou là-dessus qui est assez artistique. Parce que concrètement, même dans les dernières années, le gouvernement s'est félicité l'année passée de dire on a réussi à faire baisser de 25% le prix du sans-fil au Canada. Mais quand on allait dans les chiffres, on se rendait compte que c'était de comparer des forfaits qui étaient des forfaits très peu populaires, qui étaient déjà désuets au moment de la prise de la promesse, en fait. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est quand on regardait dans d'autres marchés, notamment aux États-Unis, ça avait baissé plus vite les prix qu'au Canada. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est une direction qui fait changement parce que depuis 5 ans, le CRTC avait plutôt pris très ouvertement le parti des grands joueurs en disant ils ont besoin de faire de l'argent parce qu'ils ont besoin de créer des nouveaux réseaux 5G parce que c'est le futur de l'économie et tout ça. Et là, on fait un virage un petit peu à 180 degrés. On va suivre ça dans les prochaines années, mais quand même, déjà, au moins là, les paroles semblent être les bonnes. Est-ce que les gestes vont suivre? C'est ce qu'il va falloir regarder de plus près. Bref, à suivre, mais au moins, ça a été dit. Si je peux me permettre, depuis que je vois le 5G apparaître sur mon téléphone, ma connexion est moins rapide qu'avant. Oh. J'étais passé. J'avais une connexion plus rapide. Oh oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour moi, qu'on a redéfini l'ITU, l'espèce de méga alliance des services sans fil, a redéfini on n'a plus seulement la 5G, on a la 5G, 5G Advanced, 5G quelque chose, puis il va y avoir la 6G à l'horizon. On a comme étiré ce que la 5G allait promettre sur différentes évolutions au fil des 10 prochaines années. On a vraiment fait du marketing autour de ce mot-là, de cette expression-là, 5G, qui n'est peut-être pas entièrement en phase avec la réalité. Moi, j'ai presque le goût de revenir en arrière, mais évidemment, en théorie, j'ai une latence plus rapide. En théorie, ça va mieux aller. Et non. Ouais. Écoute, sujet suivant, je voulais parler du défi de tester l'âge des utilisateurs de sites pour adultes, des sites porno, olé, coquins, peu importe comment vous les appelez. En France, on va tester dès mars un système pour vérifier l'âge des utilisateurs de sites pour adultes pour s'assurer que les visiteurs des sites aient au moins 18 ans. Et là, c'est un beau défi parce qu'en ligne, tu peux facilement dire « Avez-vous plus de 18 ans? » Oui, j'ai plus de 18 ans. J'ai une grosse voix. J'ai une grosse voix. On peut... et en France, l'âge pour accéder pour la première fois à un site pornographique serait entre 11 et 14 ans, selon la source. Donc, j'ai trouvé ça surprenant. En même temps, c'est tellement facile d'accès, pas besoin de s'identifier, on peut tricher sur son âge.
L'autre chose qui arrive pour l'identification, c'est qu'on ne veut pas nécessairement donner son vrai nom et ses vraies coordonnées pour accéder à un site polisson. Les gens qui s'assument, il y a des gens qui seraient un peu gênés de s'abonner avec son vrai nom, sa vraie identité. C'est facile de tricher sur les cartes d'identité, de montrer une photo de la carte de papa, montrer la photo de la carte du cousin qui est plus vieux et ensuite se connecter. Donc, on compte utiliser un système de double anonymat. On va demander à un service capable de déterminer si on est majeur, peut-être, je ne sais pas moi, la SAQ, une banque, un émetteur de fournisseur de cartes de crédit, de dire cette personne-là, oui, elle a plus que 18 ans, on a vérifié ses pièces d'identité. On va créer une attestation numérique et on va pouvoir transmettre cette attestation-là au site coquin, ce qui ne nous identifiera pas. Ça ne va pas dire on est qui, ça va dire oui, tu as 18 ans. Tu as plus que 18 ans pour te connecter. La personne qui émet l'attestation ne pourra pas ne pourra pas voir comment on utilise. Maintenant, c'est très, très drôle parce que si je vais dans un endroit et je dis « Ouais, peux-tu me créer une attestation, s'il te plaît, pour dire que j'ai plus que 18 ans? » On se doute bien, mesdames et messieurs, que c'est pour visiter peut-être des sites patapons. On espère évidemment en France que le système va être fiable et inattaquable. On ne veut pas que quelqu'un crée des fausses identités. On pense au passeport de COVID, qui était une passoire plutôt de COVID. L'objectif est que tous les sites Internet en France pour adultes s'y conforment d'ici septembre pour être accessible en France. J'ai une pensée pour MindGeek, l'entreprise qui gère beaucoup d'un gros joueur de la porno qui est fondé au Québec, qui est montréalais, qui pourrait être affecté par ça. Moi, je me dis que si on pense à une attestation numérique comme ça au Québec, ça pourrait servir peut-être à la livraison d'alcool. Et de la livraison de produits du cannabis à domicile. Si on fait une commande au restaurant, pourquoi pas prendre une bouteille de vin en plus? Quelque chose de légèrement plus légitime ou plus acceptable, parce que l'industrie de la porno, c'est pas une industrie qui est 100% dans le cadre de l'économie légale. Là. Il y a beaucoup de porno qui est loin d'être légitime, là, que ce soit de l'abus des gens derrière pour créer les vidéos ou même justement les contenus qui s'adressent à des gens qui n'ont pas besoin d'être majeurs pour eux parce que leur business n'est pas là. Et c'est ça. Et je veux mentionner, c'est pas que je cautionne la porno, c'est que ça existe. On essaie de réglementer l'accès pour diminuer ça. Et je me dis qu'il y a peut-être une utilisation plus grand public de cette attestation-là, plus anonyme, qui permettrait de autoriser la livraison d'alcool, par exemple. J'aime cette idée-là parce que ça pourrait permettre aux restaurants de... Je serais pas faire livrer des bières, oui, ce serait une façon pour bien des petits brasseurs locaux, parce que c'est rendu ça maintenant, le marché de la bière, d'élargir leur offre. Sans avoir demandé au livreur. Une fois qu'il est arrivé à la porte, il se rend compte que c'est 3 ados qui ont commandé. On pourrait le faire dès l'achat en ligne. Bon point. Nous sommes à l'aube d'une grande transformation des médias numériques, Pascal. C'est le 21 février prochain que Netflix va officiellement serrer la vis sur le partage de mots de passe. Ça fait à peu près 10 jours que ça a été annoncé. Ça fait même pas, je pense, ça fait une semaine. C'est annoncé à la fin de la semaine dernière. Évidemment, l'Internet s'est indigné, les réseaux sociaux se sont enflammés, le monde capote. Moi, ça vient me chercher d'une façon un peu inverse à cette réaction-là, parce que je me dis, les gens qui s'indignent partagent leur mot de passe ou ont accès à un service sans payer. Et là, ils font, je vais me désabonner parce que je suis fâché. Mais si tu ne payes pas, Netflix s'en fout un peu, ultimement. On va se dire ça comme ça. Et évidemment, c'est pensé du côté de Netflix pour pousser ces gens-là vers leur nouveau forfait très abordable de 6 $ par mois qui vient d'apparaître sur leur catalogue de prix. Évidemment, ce que ça indique, c'est qu'il y a un problème au niveau du partage des comptes des mots de passe qui est probablement plus complexe que les gens veulent bien l'imaginer. C'est pas juste quelqu'un qui passe à son ami, tout ça. C'est souvent des familles où les enfants se vont à l'appartement, veulent quand même avoir accès. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans les résultats trimestriels de Netflix parce que, ultimement, il y a beaucoup de monde qui paye beaucoup pour beaucoup de services par abonnement et je ne sais pas si ça va être un déclencheur pour ces gens-là de dire, là, je vais regarder ce que j'ai comme service et je vais réduire à gauche, à droite. Et ça soulève une autre question, puis ça, je vais en parler dans le devoir en chronique plus parce que c'est matière à réflexion, puis il faut prendre le temps de bien y penser, mais ça illustre un problème qui est flagrant avec Internet, c'est que souvent, quand on demande aux gens, puis c'est le même problème avec Napster dans les années 2000, pourquoi tu ne payes pas pour ta musique? Pourquoi tu ne payes pas pour, je paye déjà pour Internet. En voulant dire, je paye Vidéotron, je paye Bell. Le reste, c'est gratuit, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Et ça attaque le modèle de toute l'informatique depuis les années 60 à l'Université Stanford, depuis qu'on en parlait à l'époque. Quand on achète un matériel
le logiciel, à l'origine, devait toujours être gratuit. C'est ça qui a mené à la naissance de tout le mouvement open source. Puis ça crée une distorsion parce qu'on a l'impression que parce qu'on paye vraiment très, très cher pour avoir 300 mégabits, ce qui est complètement inutile pour une maison, on devrait avoir la vidéo qu'on veut regarder gratuitement. Et ça soulève plein de questions par rapport à ça. Donc, j'ai hâte de voir si les gens vont justement se désabonner de Netflix ou se réabonner au forfait moins cher. J'ai l'impression que ça va amener justement un influx de nouveaux abonnés qui vont payer un petit peu ou qui vont avoir la publicité sur Netflix pour accéder au contenu. Et ça me mène à répondre à la question, ou en tout cas à revenir à l'affirmation tout à l'heure. Je disais, c'est quoi le lien avec Plan Hub? C'est que quand on paye cher pour le contenant, pour le tuyau, et qu'on veut avoir accès au contenu, ben, on peut réduire le montant qu'on paye au tuyau. Donc, on peut trouver un forfait Internet plus adapté, moins cher à nos besoins et dégager l'argent qui nous permettra ensuite de s'abonner légitimement à des fournisseurs de contenu. Netflix, ils ne font pas pitié, mais c'est la même chose qui se passe avec des fournisseurs de contenu québécois, canadiens, avec les médias d'information locaux, où on essaie de vendre des abonnements à des gens qui font comme ben, je paye déjà pour Internet, pourquoi je paierais pour le service de contenu? Parce qu'à la fin de la journée, ce qui fait qu'Internet fonctionne bien, ce n'est pas la fibre optique, ce n'est pas le câble, c'est le contenu que ces outils-là permettent de transférer, comme l'excellente balado que vous regardez en ce moment, Une tasse de tech, et toutes les autres balados fournis par le groupe C23, qu'on arrive à faire parce qu'on a un support publicitaire, mais si on avait aussi cette formule par abonnement, si cette formule-là par abonnement était plus acceptée socialement, on aurait plus de facilité à fournir du contenu de qualité. Et c'est un peu l'exemple mis dans une petite bouteille que nous présente Netflix dans les prochains jours. Donc, ça va être intéressant à suivre. Les résultats trimestriels à venir de Netflix pour le trimestre en cours sont à la fin avril. Donc, ça va être le fun de voir à ce moment-là si déjà il va y avoir un effet de cette nouvelle politique-là de fin de mot de passe. Mais si vous partagez votre mot de passe avec d'autres gens, il y a moyen de sauver des sous ailleurs pour continuer de le faire, pour continuer à avoir accès à Netflix, tout le monde, sans avoir à payer plus cher au bout de la ligne pour tout ce qu'on consomme. Oui. Réflexion comme ça. Au prix que ça coûte, moi, je suis toujours émerveillé que Netflix coûte moins cher qu'un billet de cinéma par mois. Et puis, c'est toute la famille qui peut en profiter du moment qu'ils restent au même domicile. C'est un peu la philosophie. Et je trouve ça toujours fascinant que les gens, pour sauver 5-6 piastres, vont partager l'abonnement avec quelqu'un, alors que ben, c'est un abonnement de plus. Puis, si tu n'écoutes pas, il n'y a rien qui empêche de faire une rotation des services. Tu t'abonnes 3 mois à un service, tu te désabonnes, oui. Tu te réabonnes à l'autre, ou encore, tu prends la formule la moins coûteuse, tu vas avoir des publicités. Si tu regardes en diagonale, si tu ne regardes pas attentivement, moi, je trouverais ça insupportable. Mais puis si tu veux partager légalement, ils ont une formule aussi, je pense que c'est 6,90, c'est ça, qui ajoute à ton compte la possibilité de partager à quelqu'un. J'espère que ça va inciter les gens à 7,99 par mois pour avoir un accès complet à Netflix avec ton compte, ton identifiant et tout. On commence même plus loin. Il existe des services en ligne qui te permettent de gérer tes services en ligne pour optimiser ça en fonction de quand les grosses séries sont publiées sur quelle plateforme et qui te permettent de sauver des sous. Donc, il y a moyen de trouver une solution. Au-delà que de s'indigner parce qu'on accède gratuitement à un truc pour lequel, normalement, il faudrait payer. Bref. C'est tout à fait. On est d'accord là-dessus, je crois. Yes. Ça met fin aux actualités pour aujourd'hui. On prend une mini pause. On revient avec notre segment d'essai de produits parce qu'on a des produits pas mal de fun. Pascal, t'en as... en tout cas, celui que tu as, je l'aime beaucoup aussi. Donc, oui. Restez avec nous. On revient tout de suite à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On est rendu à la partie divertissante, ludico-instructive de la balado. Les tests de produits, on en a des pas mal de fun. On va en parler en deuxième segment. J'ai le nouveau Mac Mini avec processeur M2, Pascal aussi, qui est une... je l'ai résumé tantôt en disant que c'est un rapport prix-performance difficile à battre dans le marché du PC. Donc, on va réexpliquer ça. On va déballer cette expression-là plus tard. Mais avant ça, Pascal... c'est une petite solution, le fun, puis je suis d'accord pour les gens qui veulent, qui sont tannés de perdre leur clé, mais qui ont besoin de protéger des choses, finalement, c'est un peu ça. Quelqu'un qui a partagé un cadenas avec plusieurs personnes, c'est que je me suis remis au gym depuis quelques semaines, puis une chose qui m'angoisse toujours au gym, je veux toujours rendre l'expérience la plus optimale, c'est de me rappeler de ma combinaison de mon cadenas, ou de ranger la clé à quelque part quand tu es en short, tu as peur de la perdre, tu as peur de l'oublier. J'ai ressorti de mes tiroirs un cadenas qui s'appelle le Taplock Light,
Lite. C'est un cadenas qui s'ouvre simplement avec son empreinte digitale. On appuie sur le loquet, on appuie son doigt. On peut stocker jusqu'à 100 empreintes digitales par cadenas. Donc, avec le Lite, avec le plus gros, il y a un modèle plus performant qui en stocke un peu plus. J'essaie de l'ouvrir en ce moment, c'est pas parfait. Des fois, il faut s'y reprendre à quelques reprises. En général, c'est très, très utile. Pas besoin de traîner de clé, pas besoin de mémoriser une combinaison. On peut aussi le déverrouiller avec son téléphone par Bluetooth. Ou encore avec un code Morse. Je trouve que c'est un peu compliqué. Il faut choisir une série de code combinaisons. Morse sur le truc, tap, 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 tap. C'est une autre option pour le déverrouiller. Jamais on n'a pas de Bluetooth, on n'a pas de ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'option déverrouiller par Bluetooth. Ce qui est bien, c'est qu'on peut transmettre un code. Si tu es devant ma porte puis tu veux ouvrir, j'ai oublié mon cadenas, tu veux ouvrir mon cadenas, je peux te transmettre un code en installant l'application dans ton téléphone. Ça va pouvoir te connecter au cadenas et le déverrouiller. Je peux te donner un accès temporaire. Je peux donner un accès permanent à mon cadenas, permanent que je peux désactiver. Mais ça peut être le fun pour dire, je te donne un accès le mercredi après-midi parce que tu dois passer chez moi faire le ménage, par exemple, quelque chose comme ça. La transmission du code se fait à distance. Il y a un historique de l'ouverture qui se stocke dans l'application. Je trouve ça intéressant aussi si on veut savoir si les enfants ont ouvert. Ah non, j'ai pas ouvert. Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert à 13h24. Ah, mais oui, c'est moi. Puis, on peut, c'est pas donné. On s'entend que des cadenas, on peut en acheter au Dollarama là, pour un cadenas simple, pour un endroit plutôt sécuritaire. C'est 65 $ pour le cadenas. J'ai vu qu'il y avait des modèles similaires chinois sur Amazon, beaucoup, beaucoup moins chers en même temps. Quel est le niveau de sécurité de ça? Est-ce que ça pique vos empreintes digitales? On a moins de possibilités de savoir. C'est rare qu'on range des lingots d'or dans un vestiaire de gymnase. Exactement. Il faut aussi avoir une certaine tolérance là-dessus. Là. C'est ça, c'est purement dissuasif. Hein. C'est pas parce que le cadenas s'ouvre avec une empreinte digitale qui est plus sécuritaire. Il suffit de prendre une barre à clous et puis un marteau. On ouvre le marteau de la même façon. Il n'est pas nécessairement moins non plus. Là. C'est comparable à un cadenas à numéro ou peu importe. Tout à fait. Même niveau de sécurité, c'est dissuasif. Mais j'aime beaucoup, beaucoup simplement avoir à appuyer avec mon pouce. Pas besoin de clé, pas besoin de code. C'est pas plus sécuritaire, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique. C'est 65 $. La pile dure, on suggère 8000, on parle de 8 mois, mais comme toi, tu l'as aussi depuis un moment. Moi, je l'ai ressorti après ne pas l'avoir utilisé pendant des années et puis il fonctionnait encore très bien. Alors, c'est pas trop inquiétant. Jusqu'à 1200 déverrouillages, ça clignote en rouge quand le niveau de la pile est 10%. Une option assez amusante, assez techno. Je me sens toujours geek. J'ai la grosse version de ça, le TAP tout court. Je ne sais pas ce que c'est son nom, mais il est plus costaud. Puis c'est pour verrouiller à l'extérieur, donc un cabanon ou un rangement extérieur. Et même l'hiver, il fonctionne bien. Évidemment, l'empreinte digitale, il y a une partie de la lecture qui est, j'imagine, liée à soit l'humidité ou la chaleur, là, quelque chose donc, quand on a des doigts très froids l'hiver, c'est difficile. C'est lié un petit peu à ça, mais ça finit toujours par fonctionner, effectivement. Puis il y a un truc à savoir si vous achetez un cadenas comme celui-là, c'est que quand vous le paramétrez au début, ça prend un jumelage avec un téléphone. Et si vous changez de téléphone et vous ne faites pas le transfert adéquatement, ça se peut que vous perdiez le contrôle, la gestion de l'appareil. Parce qu'il y a un code, il y a une certaine notion de sécurité pour pas que tout le monde, n'importe qui, arrive avec son téléphone et se jumelle. Donc, il faut faire attention quand on change de téléphone avec ces cadenas-là pour ne pas perdre cette notion-là d'administration, parce que sinon, avec l'identifiant du cadenas, avec l'identifiant TAP, moi, j'ai récupéré l'accès. Il a reconnu mon cadenas automatiquement. Alors, c'est assez le fun pour ça. Je voulais aussi, puisque je suis retourné au gym, c'est entre autres parce que j'utilise le bracelet Whoop, le bracelet d'entraînement qui est assez particulier parce que ça mesure ton activité physique, mais il n'y a pas d'affichage. Il faut regarder l'application pour voir ses données. Ça mesure le sommeil, ça mesure si on est prêt. Les informations sont très limitées. Je suis encore déchiré sur la véritable utilité, si on peut le recommander, parce qu'il fonctionne sur abonnement seulement. Donc, tu ne le paies pas, mais tu dois payer quarantaine de dollars par mois pour utiliser le bracelet. Ce qui est bien, c'est qu'ils viennent d'annoncer hier, ils viennent d'annoncer une garantie à vie. Alors, si jamais tu le brises, il y a un pépin, on va te le remplacer. Si jamais il y a une mise à jour, moi, j'ai le bracelet Whoop 4. Si jamais il y a le 5 qui sort, tant que je suis abonné, on va me mettre à jour à la 5e version, ce qui est très chouette. Et on a annoncé aussi des belles options. Entre autres, j'ai vu des gens dans les versions bêta pour la musculation, pour la mesure des répétitions, la mesure aussi pour mieux mesurer l'effort musculaire, pas seulement l'effort cardiaque, ce qui était la grosse force.
Il semble aussi qu'ils vont repenser complètement l'interface pour, j'espère, donner des informations plus visibles, plus compréhensibles. Une des caractéristiques de Whoop, c'est que ça te dit tu as récupéré à 93% cette nuit, mais tu fais quoi avec ce chiffre-là? Et tu n'as pas de pas. Tu n'as pas des trucs aussi basiques que de dire j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui, je suis content. C'est tous des objectifs un peu plus ésotériques. Il paraît que ça se veut une application premium, donc c'est pour les athlètes plus sérieux. Mais en même temps, je regarde les graphiques qu'on me donne depuis à chaque semaine, à chaque mois, et je fais, ouais, OK, il y a des courbes, il y a des. Mais comment j'utilise ça? Ouais. Ça me dit si je m'entraîne trop, ça me dit que je suis pas en forme, ça me dit que j'ai mal dormi, mais ça ne me dit pas vraiment pourquoi et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Fait que je continue d'être déchiré sur le Whoop, même si c'est le bracelet qui ne m'a pas quitté le poignet depuis. Sérieusement, la belle affaire, l'affaire fantastique, c'est qu'on peut le recharger sans avoir à l'enlever de son poignet. On a simplement qu'à mettre un bloc de piles par-dessus. Donc, on peut faire, si on se rend compte qu'on n'a pas assez de piles, on a 10% de piles, on s'en va s'entraîner, on va courir, on met un bloc de piles par-dessus, ça recharge pendant qu'on s'entraîne. On peut même prendre sa douche avec le bloc de piles. Ça, je trouve que c'est la fonction qui tue de la Whoop, le fait de ne jamais avoir à l'enlever pour le recharger matin, midi et soir. C'est un bon petit gadget, effectivement. Moi, je suis un fan. Il y avait par le temps des bagues aussi qui faisaient un peu la même chose. Oui. Il y a la Oura qui existe encore, qui coûte une fortune. Il y en avait une, en tout cas, eux, ils ont fermé. Ils ont été rachetés par une compagnie qui les a fermés. C'est un peu plate. Oui, c'est moins cher, mais ils ont arrêté de la fermer. La Oura, un jour, je vais la tester aussi. J'en rêve. C'est le rêve de bien des gens dans les technos d'avoir une Oura. C'est comme une espèce de lifestyle techno, puis ça vient avec ça. Un autre truc qui vient dans le lifestyle techno, c'est de s'équiper d'un appareil informatique dernier cri, n'est-ce pas? Et dans ce créneau-là, il y a des nouveautés. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines avec le nouveau MacBook Pro à processeur M2 d'Apple. Et là, dans les dernières semaines, ce qui est arrivé, c'est l'équivalent plus à l'autre bout du spectre du catalogue. En fait, l'appareil le plus abordable, le MacBook. Non, pas du tout. Le Mac Mini à processeur M2, un appareil dont on a chacun une édition, un exemplaire, qui se vend à partir de 800 $ canadiens. Ils ont baissé le prix aux États-Unis pour relancer cet appareil-là, parce qu'il y avait une version M1 qui a été lancée il y a 2 ans, je pense. Et ce qu'on se rend compte, c'est que... En fait, ce que je me rends compte, c'est que longtemps, dans le marché du PC, au sens très large, l'objectif, c'était d'arriver à faire un ordinateur à 500 $. Au début, c'était sous les 1000 $. Éventuellement, tu arrivé même avec... et là, de là sont nés les Chromebooks et tout ça, là, les ordinateurs à moins de 100 $. Même, on visait ça en disant ça va devenir une commodité. Et là, paf, le marché a sauté et on est rendu complètement dans l'autre tendance où tous les appareils coûtent sans cesse plus cher, y compris les téléphones. Donc, de voir un premier Mac, qui est le moins cher de la famille, à 800 $, c'est déjà une bonne affaire. Pour le prix, on a droit à la plus récente version des puces d'Apple Silicon. Là. Ils ont ça, c'est le nom de la division qui produit les propres processeurs d'Apple. Processeur M2, donc, qui est la deuxième génération de ce jeu de puces-là, qui vient avec 8 cœurs. C'est jumelé à 8 de base, de 8 gigaoctets de mémoire vive. De base, on a 256 gigaoctets de stockage interne. Wi-Fi 6E, donc dernier cri, Bluetooth 5.3, ça aussi dernier cri. À l'arrière, il y a 2 ports USB-C Thunderbolt 4, qui est probablement la meilleure connexion filaire qu'on peut faire sur un ordinateur personnel ces jours-ci. Il y a 2 ports USB-A, donc ça, c'est l'ancien, le traditionnel port USB plus large, là. Il y a une sortie HDMI, il y a un port Ethernet gigabit, donc il y a un port pour le réseau domestique, et il y a une sortie audio. Fameuse sortie audio qui fait donc jaser quand il n'y en a pas, mais là, il y en a une. J'ai ces écouteurs filaires dedans. Ouais, ou des haut-parleurs externes. Ça peut être chouette aussi de sur des bons vieux haut-parleurs. Exact. On branche avec un petit fil 1.8 derrière, ça fonctionne très bien. Le port USB-C fonctionne avec Thunderbolt, là, fonctionne avec beaucoup de moniteurs aussi qui sont compatibles. Donc, on branche un moniteur qui vient souvent avec un micro et des haut-parleurs, puis on a comme une espèce d'expérience pour le télétravail, entre autres, qui est très pratique. Oui. Apple le propose ses propres moniteurs en passant, qui coûtent une petite fortune, qui est probablement leur plus gros défaut, qui coûte cher à tabarouette. Mais ils sont beaux. Mais ils sont beaux. Cela dit, il existe des produits, je recommande depuis toujours des produits de marque LG qui font probablement les moniteurs qui offrent le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, peu importe le format, que ce soit un format régulier, là, 4 tiers, ou que ce soit même en format. Moi, je suis un fan, j'ai un moniteur ici, c'est un format 21:9, le ratio d'écran, donc très, très large, très panoramique, et je ne peux pas travailler sans ça maintenant. J'ai longtemps été un fan des 3 moniteurs. J'avais un bidule fait par une compagnie montréalaise qui s'appelle Matrox, qui permettait de brancher 3 écrans dans un ordi.
Et quand j'ai vu le format ultra large pour un seul écran, je me suis garoché depuis ce temps-là. Ces appareils-là, comme le Mac Mini, sont des appareils que j'apprécie beaucoup parce que c'est très petit. C'est 20 cm par 20 cm, c'est très mince, c'est, je pense, 4 cm d'épais. Ça tient sur un bureau, ça prend à peu près pas de place. Et celui-là, il y a une belle connectique en plus, donc on ne se casse pas la tête, on le branche une place ou deux, puis c'est fini. Ce qui serait encore plus le fun, c'est qu'on puisse, avec l'USB-C, s'alimenter à travers le moniteur sur une seule prise de courant. Mais là, ça, c'est vraiment un défaut tellement qu'un souhait d'avoir une prise de courant. Comblé, mais bref, on peut brancher un moniteur et un ordinateur personnel dans une prise de courant, il n'y a pas de problème non plus, là, c'est pas une grosse affaire. Le processeur M2, c'est l'entrée de gamme de ce qui est le M2. Là. C'est un petit peu plus puissant que le M1, mais c'est pas une bombe. Il y a une version du Mac Mini qui est avec le M2 Pro, qui est le même processeur que le MacBook Pro et le MacBook Air qui a été lancé avant Noël et qui fait vraiment une différence. Donc, la ligne à tracer, c'est si vous faites que du travail de bureau, écouter de la musique, regarder de la vidéo, même des choses comme ça, des choses très peu exigeantes en termes de capacité à traiter l'information, le M2 de base est excellent. Mais si vous rentrez dans l'édition vidéo de pointe, l'exemple, c'est toujours mettez 4 flux 8K un par-dessus l'autre avec du texte et tout ça. Là, ça va rusher un peu. Il est capable de le faire. On est vraiment des années-lumière devant ce que faisaient les puces mobiles d'Apple à une autre époque. Là. Ça le fait plutôt bien. En fait, c'est suffisant pour un usage ludique. Donc, si vous le faites pour le fun, vous montez des vidéos pour la famille, pour Noël, pour je sais pas quoi, ça fait la job au bout. Si vous le faites pour le travail, là, ça vous prend évidemment un appareil comme le M2 Pro, le Mac Mini M2 Pro, mais là, lui, il coûte plus cher. Je pense qu'il coûte pratiquement 2 fois plus cher. Il commence à 1 400 $, quelque chose comme ça. Et ça, c'est le défaut des produits Apple, c'est que quand on commence à upgrader, à mettre des accessoires, à rehausser, n'est-ce pas, son appareil, le prix monte assez vite. 256 gigaoctets sur un ordinateur de bureau, c'est pas suffisant comme stockage interne. Donc, évidemment, vous pouvez acheter un disque dur externe, puis ça, il y a plein de monde qui le fait, puis c'est correct. Si vous voulez rehausser votre appareil tel quel, ça coûte assez cher sur le site d'Apple. Évidemment, c'est un boîtier, il est vendu à 800 $, c'est juste ça. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il faut acheter des accessoires en plus. Encore là, les produits signés Apple sont très élégants, mais ils sont chers. Puis, dans le cas de la souris, la Magic Mouse, on le sait, la prise USB est en dessous. C'est super pas commode. En fait, c'est une prise Lightning, c'est même pas une prise USB. Ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser en la chargeant, ce qui est un peu contre-intuitif. Donc, un accessoire de tierce compagnie, de tierce marque est tout à fait recommandable à ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'est peut-être un peu une limite. On dira ce qu'on voudra. macOS, à mon avis, c'est le plus beau système sur un ordinateur personnel à l'heure actuelle. Windows fait des gros progrès. Windows 11, c'est une super belle évolution du système Windows, mais c'est pas aussi... Puis là, évidemment, c'est peut-être des goûts, peut-être ça discute, mais en termes d'interface, je trouve le seul défaut de macOS, c'est qu'il n'est pas tactile. On le sait. On ne peut pas sur un écran tactile flipper, mais sur un ordinateur de bureau. Tout à l'heure, puis j'essayais de toucher l'écran, puis j'étais comme, voyons, non, c'est pas. Non, c'est pas tactile. Ah, c'est pas tactile. À chaque fois, parce que j'utilise un ordinateur Windows, j'ai pris la bonne habitude. Des fois, c'est pas toujours, mais des fois, juste de pouvoir agrandir une fenêtre en touchant la fenêtre, puis fermer un truc avec son doigt. Et là, constamment, j'essayais, puis j'étais, ça me fâchait. Et traditionnellement, un truc que je peux dire du Mac Mini, parce qu'on est vieux, Pascal, nous, en tant que professionnels de la chose technologique, c'est que ça dure longtemps. Ça coûte pas cher. Si vous mettez un petit peu plus d'argent pour une bonne capacité de mémoire vive, ce genre de choses-là, j'en ai acheté un en 2006 qui m'a duré plus de 10 ans. Il m'a duré jusqu'en 2018, qui faisait office de petit serveur pour le bureau. Donc, j'avais un bureau à la maison et ça me servait d'espèce de hub pour plein d'affaires, pour le travail, mais aussi pour le divertissement à la maison, tout ça. Puis ça faisait la job. Donc, de ce point de vue-là, pour un Mac, 800 $, c'est pas cher. Pour un ordinateur PC, peu importe le système, c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver de même format, mais c'est autrement plus performant et plus durable que beaucoup de systèmes Windows à 800 $. Donc, de ce point de vue-là, je vais donner un gros plus. Tu l'as essayé aussi, je pense que tu as certaines impressions de ton côté, incluant l'absence de bruit du ventilateur. L'appareil-là ne fait aucun bruit. C'est ça. Pour un usage. Il ne faut pas oublier que le Mac Mini, c'est pas fait pour remplacer une tour de gamer avancée. Dans la démo d'Apple, on montrait qu'on peut faire du gaming, mais on parle de gaming léger. Je pense que tous les gamers vont dire non, tu n'achèteras pas parce que si tu achètes une tour de gamer, tu vas avoir une carte graphique plus costaud et tout. Mais oui, tu peux faire du gaming. Roblox, là, et les enfants vont très bien fonctionner. Moi, ce qui me surprend du Mac Mini, premièrement, l'absence de bruit, qui est, pour moi, je trouve ça enchanteur. Deux, la taille. C'est une toute petite boîte qui remplace une grosse tour.
Quelqu'un qui a déjà un clavier, qui a déjà une souris, qui a déjà un moniteur qui fait le travail, tu remplaces ça, tu remplaces ta grosse tour par le petit Mac Mini, tu as quelque chose qui est fantastique, qui consomme peu d'énergie, tu rebranches tes périphériques dessus. Comme c'est Thunderbolt, tu peux mettre un hub si jamais tu as besoin là, pour répliquer tes ports et ainsi de suite. Le truc qui est particulier, c'est qu'on nous met d'avant le prix de 799 $, qui est très pas cher, et le modèle fait très, très bien le travail pour un usage de base. Si quelqu'un va principalement sur Internet faire sa comptabilité, envoyer des courriels, fantastique, même du montage vidéo, là, tu peux le faire. Mais c'est 8 gigs de mémoire vive et, comme tu l'as dit, 256 gigaoctets de stockage. Ce qui va demander un stockage externe, qui va demander, là, tu dis, je vais prendre le modèle au-dessus, 1049, 250 $ pour avoir 512 gigaoctets de mémoire vive, de mémoire de stockage, ce qui n'est pas énorme. Le modèle qui devient intéressant, c'est habituellement, il faut toujours prendre la coche au-dessus pour avoir le modèle intéressant. Tu paies 250 $ pour 256 gigaoctets de stockage de plus. Pour avoir le modèle M2 Pro, qui est encore plus costaud, qui a 16 GB de RAM, là, on est rendu à 1699. Voilà, 1700. Plus que oui. double. Pour avoir le plus costaud et le modèle avec un stockage un peu plus raisonnable, avec 16 cœurs plus costauds. Ils ont le même nombre de cœurs, mais tu as le processeur graphique, Pro. Une carte vidéo plus forte dans le M2 Pro. C'est C'est pas pour tout le monde le M2 Pro, cela dit. Il ne faut pas imaginer que ça prend nécessairement la plus grosse boîte, la plus grosse mécanique. Mais c'est vrai que le prix grimpe très vite, effectivement. Exactement. Fait que de voir la petite différence de stockage de 512 GB de stockage versus 256, payer 250 $ pour ça. Et là, après ça, tu ne peux pas le changer. C'est tes prix avec ça. Je dirais ceci. Beaucoup de gens qui ont acheté un iMac dans le passé qui veulent le renouveler se demandaient est-ce que j'achète un nouveau iMac avec le nouveau processeur ou est-ce que j'achète un Mac mini? Un vieux iMac ne servira pas de moniteur pour un nouveau Mac externe, un nouveau PC ou un ordinateur de bureau, peu importe. Ce qui est un peu dommage parce que ça aurait été pratique. Mais acheter un Mac mini M2 avec un moniteur externe, tout ça, ça revient moins cher qu'à acheter un nouveau iMac. Et l'expérience, à mon avis, va être au moins aussi bonne si vous avez le bon moniteur. Sinon meilleur même, parce que le nouveau processeur est effectivement plus rapide. Oui. Et les moniteurs, il y en a qui sont tellement abordables. Si vous n'êtes pas infographiste, extrêmement capricieux, là. Tu vas au Costco, 2 moniteurs, 24 pouces, 300 $. Je ne suis pas sûr que ça va être le meilleur des moniteurs, mais pour du travail de bureau, selon moi, c'est plus que suffisant. Il y a des moniteurs magnifiques, un petit peu plus chers. Tu achètes ton Mac Mini, tu utilises déjà ta souris, ton clavier que tu aimes bien. En même temps, pour beaucoup de gens, après quelques années, gâtez-vous, achetez-vous un bon clavier, ça change une vie. Souris ergonomique, ça change une vie. Oh oui! Et donc, c'est peut-être des petits accessoires comme ça. Si vous travaillez beaucoup plus qu'avant de la maison, pour consulter Internet le soir une fois de temps en temps, c'est le fun d'avoir un clavier ordinaire puis une souris ordinaire, mais profitez-en donc. Puis, si vous aimez les produits Apple, moi, la souris Apple, je ne suis pas un fan, mais le pavé tactile d'Apple, je l'aime beaucoup. J'étais content avec le Mac Mini de prendre mon pavé tactile, le Magic Trackpad, le Magic qui remplace la souris. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour naviguer. Puis j'ai une espèce de façon de faire avec mon doigt, puis je tape avec le pouce. C'est-à-dire qu'il y a une navigation, c'est ça, à plus d'un doigt qu'on peut paramétrer aussi, quand même suffisamment. C'est un petit pavé. Bon point. Donc voilà. Go le pavé, mais effectivement, des souris ergonomiques, un clavier ergonomique, ça peut aussi changer vos vies sans problème. Ça peut vous aider beaucoup. Très, très beau. Mac Mini, belle machine pour remplacer un vieux PC poussiéreux. Gâtez-vous, faites-vous plaisir pour un usage de base. C'est assez fantastique et imbattable. Voilà. Merci Pascal. Ça met fin à notre édition de cette semaine d'une tasse de tech. On remercie nos commanditaires, qui? On remercie quoi? On remercie qui? On remercie quoi? On remercie Plan Hub, TELUS, Jura, C23, le groupe Cogeco qui distribue le podcast. Merci à eux. Claude Hébert, la mise en onde, celui qui met tout ça en ligne pour vous. PascalForgette.com, on me trouve là. Pascal Forgette moi-même. Alain McKenna, on me trouve partout dans InfoBref, dans Le Devoir. On cherche Alain McKenna sur Twitter, Facebook, Instagram. Moi aussi, sur Reddit aussi. Je tente de créer des controverses sur Reddit. Facile, sur Reddit, c'est une belle place pour faire, pour partir une chicane, définitivement. Partir des chicanes, tester des idées et aussi publier ce que je fais, des articles qui m'intéressent, et ainsi de suite. Jetez un coup d'œil si vous êtes sur Reddit. Parfait. Allez faire ça. Puis, entre-temps, nous, on prend une pause. On revient évidemment la semaine prochaine pour notre tasse de tech. En attendant, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.